Monsieur Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Carnac. Donc vous êtes en vacances, vous êtes venu en vacances dans vos terres natales. Absolument, oui, mais ma terre natale, c'est la Trinité-sur-Mer. Mais actuellement, les enfants sont dans la maison natale. Alors je suis allé à l'hôtel, moi. Écoutez, j'ai été, non pas étonné, mais tout de même, je me suis interrogé sur la raison qui justifiait le glissement à gauche de la Bretagne. Région réputée catholique, mais peut-être justement à cause de cela. Je crois que l'influence du clergé de gauche et peut-être du journal Ouest de France ont eu une influence sur la dérive à gauche de la population, mais je crois qu'il y a un autre phénomène sociologique plus important. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont souhaité que leurs enfants fassent des études secondaires et supérieures dans l'espoir d'atteindre une de ces professions qui étaient flatteuses, architecte, chirurgien, avocat, etc. Et donc, ils ont fait faire, et leurs enfants ont fait, de longues études, atteint des niveaux de bac plus 6, plus 7, etc. Et au bout de ça, il y a le chômage. C'est-à-dire qu'avec tout ça, on peut être à la rigueur, pour tous les cas, pas pour les meilleurs, pas pour les plus chanceux, mais pour les autres, caissière dans un supermarché. Et il y a une espèce d'aigreur, me semble-t-il, sociale qui est née de cela et qui, à mon avis, explique en partie au moins le vote de gauche de la Bretagne. Qu'est-ce qui fait que votre personnalité, que Jean-Marie Le Pen, à ses débuts, n'est pas devenu plutôt un militant autonomiste ou indépendantiste breton par rapport à un militant nationaliste français qui... Oui, je dois dire que l'autonomisme breton n'avait qu'une influence relative. Et si son aspect folklorique était sympathique, son aspect politique avait été compromis un petit peu, notamment pendant l'occupation. Et il n'y avait pas, à la vérité, de poussée autonomiste dans le pays. Non, d'ailleurs, je suis un breton de Paris, en fait, comme beaucoup de mes compatriotes. Je me suis assez vite expatrié. J'ai été un immigré de l'intérieur, en quelque sorte, puisque ma vie politique et humaine s'est déroulée à Paris, donc j'ai été le député à plusieurs reprises, et puis même en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont je suis aujourd'hui l'élu depuis déjà quelques décennies. Voilà, je crois que il n'y avait pas de travail en Bretagne. Alors les gens qui avaient des parents qui pouvaient transmettre un instrument de travail, c'est-à-dire un commerce, une étude, enfin bref, un élément comment dirais-je, d'enracinement local, bien rester là. Les autres étaient les cadets, si je peux dire. Moi, j'étais seul. Et les cadets partaient. C'est le phénomène qui est en train de se produire de la France vers l'étranger maintenant. La Bretagne ne faisait peut-être pas non plus ce qu'il fallait pour conserver ses élites et se donner un dynamisme propre. Il y a eu la révolte ce qu'on a appelé des bonnets rouges il y a à peu près 2 ans maintenant, une révolte qui était somme toute qui a fédéré une grosse partie de la population bretonne avec des entrepreneurs, avec des gens d'obédience différentes, avec un sentiment régionaliste. En Bretagne, on sait que le Front National, historiquement, a eu du mal à faire des scores, hormis récemment où ça a commencé à monter. Est-ce que le frein ne risque pas rapidement d'arriver avec cette forme de rejet du régionalisme qu'a toujours le Front National, qui veut notamment supprimer les régions, quelque chose qui fait peur aux Bretons, puisque les Bretons sont quand même attachés à leurs régions et à leurs institutions régionales? Oui, bon, le Front National est plutôt départementaliste. Il pense que le patriotisme politique local est beaucoup plus lié à la commune et au département qu'à la région. D'ailleurs, la région bretonne elle-même, elle comporte une équivoque, puisque c'est bien une partie de la Bretagne historique fait partie d'une autre région. La région peut avoir un rôle de coordination
des politiques départementales, mais à mon avis, elle a pris une trop grande importance et elle s'est érigée en quelque sorte en pouvoir intermédiaire, coûteux, en fonctionnaire, en bâtiments, en initiatives diverses. Et la superposition de toutes ces comment dirais structures euh, administratives, aussi bien les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les arrondissements, les départements, les régions, etc., alourdissent terriblement l'appareil administratif français. Moi, il y a des régions qui ont, les régions, je pense, ont leur propre personnalité. Il ne faut pas la détruire. Elle doit être limitée, à mon avis, à des fonctions qui ne sont pas des fonctions régaliennes. Voilà. Comment expliquez-vous cette évolution? Ben, elle est liée à un phénomène général qui va se développer de façon cataclysmique dans les semaines, les mois, les années qui viennent. C'est l'immigration massive qui est la conséquence de la révolution démographique qui s'est produite au XXe siècle et qui continue, qui a porté la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants en un peu plus d'un siècle et qui continue d'augmenter dans des proportions qui sont véritablement inquiétantes parce que dans le même temps où la population augmentait de façon considérable, eh bien les ressources n'augmentaient pas dans la même proportion. Donc le fossé de pauvreté, de misère ne cesse de s'élargir et de s'approfondir. Dans beaucoup de pays, on vit avec moins d'un dollar, moins d'un euro par jour. Et par conséquent, ceci va entraîner des violences très grandes et un phénomène qui nous touche de près, qui va se développer de façon cataclysmique, qui est l'immigration massive. Les gens ceux qui pourront, essaieront de fuir ces régions en état de désastre économique et politique pour essayer de venir ici, croyant que nous avons ici un bateau de sauvetage, alors que nous sommes déjà le radeau de la Méduse, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes de l'eau jusqu'aux épaules. Par conséquent, il n'en faudra pas beaucoup plus pour que nous connaissions malheureusement des affrontements très, très durs, et peut-être même un véritable remplacement de population, comme cela a été décrit par un certain nombre d'écrivains. Je me rappelle qu'en 2000, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait La colonisation de l'Europe, écrit par Guillaume Faye. Ce qui était écrit dedans, au même titre que ce qui était écrit dans Le Camp des Saints, est en train d'arriver aujourd'hui. Vous avez parlé récemment d'une Europe blanche menacée. Quel avenir demain pour Oui, ça a justement... beaucoup choqué, oui. Moi, je suis un partisan, non pas de l'Union européenne, que je connais bien, puisque je suis député depuis plus de 30 ans au Parlement européen, et j'ai vu ses faiblesses et même son impossibilité dans l'avenir. Mais je suis pour une Europe boréale, c'est-à-dire l'Europe qui va de Brest à Vladivostok et qui intègre la Sibérie, grand espace économique, géopolitique nécessaire à une grande communauté. Les nations devraient conserver leurs contours, sont, je crois, positifs, mais une coopération très poussée peut se faire entre nations d'un même ensemble qui a des problèmes identiques, des racines identiques, et donc une forte raison de cohésion naturelle. Cette Europe que vous définissez, elle se construira donc avec la Russie. Bien sûr, avec la Russie, avec les pays slaves, et avec, je vous dis, la Sibérie, car je crois que la Russie sera incapable de garder seule la Sibérie, puisque jusqu'à présent, elle perd à peu près 1 million d'hommes par an dans sa population. Je sais que le président Poutine vient de prendre des mesures familiales très positives, mais on sait que les phénomènes démographiques sont des phénomènes très lents dans leur déroulement, puisqu'il faut de 15 à 20 ans pour faire un adulte, pour faire un homme, une femme. Et par conséquent, nous avons là un grand retard, puisque ce continent européen, qu'on peut appeler blanc
sans choquer qui que ce soit, bien qu'il y ait déjà pas mal d'éléments non blancs qui y sont entrés. Et ce continent est lui-même sous-peuplé, puisque nous n'avons pas des taux de reproduction suffisants pour équilibrer les générations qui disparaissent. Alors ça, c'est ce déséquilibre dans le monde entre la sous-population mondiale, la sous-population européenne, pardon, et la surpopulation mondiale va créer des problèmes terribles. Bien sûr, avec la Russie, avec les pays slaves et avec, je vous dis, la Sibérie, car je crois que la Russie sera incapable de garder seule la Sibérie, puisque jusqu'à présent, elle perd à peu près 1 million d'hommes par an dans sa population. Je sais que le président Poutine vient de prendre des mesures familiales très positives, mais on sait que les phénomènes démographiques sont des phénomènes très lents dans leur déroulement, puisqu'il faut de 15 à 20 ans pour faire un adulte, pour faire un homme, une femme. Et par conséquent, nous avons là un grand retard, puisque ce continent européen, qu'on peut appeler blanc sans choquer qui que ce soit, bien qu'il y ait déjà pas mal d'éléments non blancs qui y sont entrés, et ce continent est lui-même sous-peuplé, puisque nous n'avons pas des taux de reproduction suffisants pour équilibrer les générations qui disparaissent. Alors ça, c'est ce déséquilibre dans le monde entre la sous-population mondiale, la sous-population européenne, pardon, et la surpopulation mondiale va créer des problèmes terribles. Il y a un affaiblissement général de l'ensemble de notre civilisation, et je pense qu'il est d'abord consécutif à la grande crise de la religion catholique, qui, dans le fond, encadrait moralement et mentalement les populations, qu'elles soient pratiquantes ou pas, d'ailleurs, ça n'avait pas d'importance. Les valeurs de la religion catholique, chrétienne, étaient celles de la société, en gros. Or, cette religion ayant perdu de sa force, elle est concurrencée d'ailleurs très durement par l'islam, on le sait maintenant, et mais ça n'est pas la raison pour laquelle elle s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie d'elle-même, et ceci a entraîné dans l'ensemble de la société hédoniste un petit peu, ayant bénéficié d'un, comment dirais-je, d'un niveau de vie supérieur à celui des autres régions du monde, eh bien, comment dire un mot, un avachissement, un affaiblissement des qualités et par conséquent une perte de force, une perte de volonté, une perte de courage. L'Europe n'est plus un continent conquérant comme il l'a été, rayonnant sur le monde et faisant rayonner sa civilisation. Bien sûr, il y a des jeunes qui ont toujours ces qualités nécessaires. Malheureusement, la plupart d'entre eux s'en vont sous des prétextes divers, soit des stages à l'étranger, etc. Et beaucoup ne reviennent pas. Dans ces conditions, il y a un affaiblissement général qui se produit. Le chômage, la modification des structures économiques amène un chômage massif, une société d'assistés, auquel d'ailleurs s'ajoute une immigration de plus en plus nombreuse et par conséquent de plus en plus coûteuse, puisqu'elle ne participe pas majoritairement à la prospérité générale, puisqu'il n'y a pas de travail. Et dans ces conditions, on peut dire que les politiques de laxisme qui ont été menées par les différents gouvernements de droite et de gauche sont des politiques criminelles, parce qu'avoir laissé entrer ou faire entrer chaque année des centaines de milliers d'étrangers dans notre pays en sachant qu'on n'avait pas de travail à leur donner et qu'il faudrait tout payer donc avec l'argent des Français, c'est-à-dire le logement, l'éducation, les soins, l'hôpital, etc. C'est une politique suicidaire qui a été menée. Je l'ai, en ce qui me concerne, dénoncée depuis 40 ans, mais Vox clamantis in deserto. Maintenant, les gens ont le nez dessus et commencent à s'apercevoir, mais est-il encore temps pour réagir? Pour qu'il y ait guerre civile,
il faut qu'il y ait au moins deux partenaires. Et je ne suis même pas sûr que le- la population d'origine, la population européenne, ait suffisamment pris conscience et suffisamment de volonté pour essayer de défendre ses droits légitimes à l'identité, à la propriété de ce territoire qui est celui de leur peuple. Et je pense qu'il y aura des violences diverses qui se multiplieront et qui risquent d'apporter la désagrégation de notre société, qui est une société techniquement très fragile. On le voit d'ailleurs par les accidents de train, des choses comme ça. Il suffit de très peu de choses pour que des lignes entières soient bloquées, que nos centrales électriques ou nucléaires sont ce qu'on appelle des cibles, n'est-ce pas? Ce sont des lieux très accessibles dans le fond, très faciles à bloquer. Et ça, il y a là une faiblesse qui nécessiterait une mobilisation des esprits et, et des moyens. Et nous ne sommes pas dans cette situation-là. La preuve, c'est que nous n'avons cessé. Alors que l'insécurité, qui est une des conséquences d'ailleurs de l'immigration massive et de la désagrégation morale, montait dans notre pays, eh bien on réduisait les crédits et les effectifs des forces de l'ordre, aussi bien de la gendarmerie que de l'armée. Est-ce que c'est pas un peu fataliste comme message? Est-ce qu'il y a un message d'espoir quand même Non, je ne suis pas fataliste, je suis comment dirais-je, je pose un regard de sociologue, un regard scientifique sur la situation. Et je mentirais si je disais qu'il en était autrement, comme le font la plupart des hommes politiques qui disent « tout va très bien, Madame la Marquise », alors que le château est en feu. Mais je pense d'abord qu'il faut que les gens prennent conscience des dangers et se résolvent à prendre les résolutions. Il faut qu'ils prennent des résolutions nécessaires au redressement. Et je pense, je continue à penser que un mouvement comme le Front National a incarné cette volonté de résistance à la décadence, qu'il peut encore le faire en se développant, en unissant ses forces et en étant en quelque sorte le leader, le chef de la réaction vitale dont le pays a besoin pour survivre. Faute de quoi, il glissera dans les abîmes historiques dans lesquels ont disparu tant d'autres civilisations et tant d'autres nations. Je ne crois pas beaucoup aux barrières physiques. Je crois qu'il s'agit d'un ensemble de politiques qui, avec beaucoup de retard, pourraient quand même être prises à l'égard des pays dans lesquels nous avons favorisé l'expansion indéfinie des populations sans qu'elles aient les moyens techniques et économiques de survivre. Je pense que plus tard, on rendra hommage à la colonisation qui est aujourd'hui vouée aux gémonies, car elle était une organisation rationnelle de la réalité et qu'aujourd'hui, bien beaucoup de pays démontrent qu'ils sont incapables de faire face à ces problèmes nouveaux et en particulier à celui que constitue le développement indéfini de leur population. Vous pensez qu'il faut recoloniser? Par exemple, l'Algérie, qui bénéficie pourtant du cadeau pétrolier que lui avait fait le général de Gaulle, eh bien l'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 40 millions d'habitants, qui ont moins de 20 ans en moyenne. Par conséquent, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que la réalité de demain va être extrêmement grave. Vous pensez qu'il faut recoloniser l'Afrique, recoloniser l'Asie? Non, je crois que ça, malheureusement, nous n'en avons plus ni la volonté, ni l'idéologie. Il ne s'agit pas de coloniser l'Afrique, il s'agirait de l'organiser. Il faudrait faire l'inverse de ce que souhaitait faire M. Sarkozy, qui voulait une immigration choisie. L'immigration choisie, c'est le pillage des cerveaux,
été volés à l'Afrique ou à l'Asie, leur cadre, de façon à les utiliser dans notre économie à nous, eh bien c'est un crime. Il est bien évident qu'il faut laisser aux territoires émergents, aux pays émergents, leur cadre, de façon à ce qu'ils trouvent sur leur propre territoire, ils ont des richesses considérables. Il faut qu'ils fassent l'effort, avec notre aide peut-être, de les organiser de façon à produire de la richesse pour la partager, parce qu'on ne partage que ce qu'on a créé. La démographie africaine est exponentielle depuis le début du XXe siècle. Comment on la freine? Ceci ne peut venir que d'initiatives, comment dirais-je, nationales. Il y a un certain nombre de pays ont pris des initiatives dans ce domaine, mais c'est la conséquence, en effet, des bienfaits de la colonisation. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants mouraient dans la première phase de leur vie. Et aujourd'hui, pratiquement, grâce aux médications modernes, aux soins, ben, tous les gens survivent et sont, bien sûr, s'ajoutent de plus en plus nombreux. Et comme il n'y a pas de travail, eh bien, on trouve dans l'activité génésique quelques moyens d'occuper le temps, ce qui se traduit généralement par des naissances de plus en plus nombreuses. Depuis que j'ai quitté la présidence, c'est-à-dire depuis 4 ans, et que j'ai été remplacé par Marine Le Pen et son équipe, l'axe moyen d'action politique du mouvement a été relativement modifié. On a privilégié un certain nombre de sujets économiques, financiers, institutionnels, l'euro, l'Europe, etc., la retraite. Et on a peut-être mis un peu la sourdine sur les grands problèmes fondamentaux que sont l'immigration et ses conséquences, c'est-à-dire le chômage, l'insécurité, la dette, etc. Encore que, si on prend le discours de Marine Le Pen du 1er mai, il est tout à fait dans la ligne de ce que je disais moi-même quand j'étais président. Mais dans la ligne générale, on note en effet une espèce de gauchissement et en tous les cas un affaiblissement de la dénonciation des phénomènes qui sont à mon avis des phénomènes premiers, phénomènes fondamentaux dont découlent la plupart des autres, et ceci par un calcul dont je ne connais pas très exactement les raisons. Mais est-ce que ce calcul n'est pas un mauvais calcul? Quand on interroge des militants ou des responsables locaux du Front National, beaucoup nous disent qu'ils votent ou qu'ils militent pour le Front National pour une raison principale qui est la lutte contre l'immigration. Depuis l'arrivée notamment de Florian Philippot, on a l'impression que cette lutte qui fédère de plus en plus de personnes, qui fait que des gens rejoignent le Front National, que cette lutte n'existe plus. Est-ce qu'il n'y a pas un mur qui va se présenter un jour ou l'autre parce que les électeurs vont se dire qu'ils finalement ils ont été trahis, y compris par le Front National? Je pense que la volonté d'ouverture qui a été annoncée par l'équipe de Marine et de Philippot a pour conséquence de faire adopter au Front National ou de rapprocher le Front National des thématiques de ce qu'était l'UMP. Cette volonté est à mon avis condamnable parce que le Front National devait rester ce qu'il était. Ça n'est pas à lui d'être attiré par les autres, c'est à lui d'attirer les autres par son dynamisme, par la démonstration de la justesse de ses prévisions. Et je crois que tout allait dans ce sens-là et que les événements vont dans ce sens-là. Et que vouloir en ralentir la prise de conscience pour ne pas trop déplaire au monde médiatique est, je pense, une erreur. En Bretagne, un blogueur assez connu, Monsieur Lelay, avait écrit qu'il n'y avait jamais eu de Celte noir. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme récemment pour avoir réitéré ses propos. Oui,
C'est un des scandales de notre vie démocratique, ou qui se prétend telle, puisque aussi bien pardon, la France se présente comme le parangon des vertus de liberté. Elle a tout récemment encore fait une grande manifestation parisienne au moment de l'affaire Charlie, en proclamant le droit à la liberté totale de parole, y compris le droit au blasphème. Mais il y a certains sujets qui sont protégés par des lois, et en particulier par la loi Guesso, loi communiste, qui a été soutenue par tous les partis et maintenue par tous les partis politiques, y compris les partis de droite. Par conséquent, je suis un adversaire résolu de cette limitation de la pensée. La liberté comporte des risques, c'est vrai, mais je crois que la censure en comporte de bien plus graves. Et cette censure qui s'exerce maintenant à travers les tribunaux, à travers des condamnations pénales et financières, est un des scandales qui frappe la société politique française. Et qui va se multiplier dans les prochaines années, visiblement, avec les mesures qui sont prises actuellement. Oui, bien sûr, parce que plus les événements deviendront chauds, plus les réactions seront violentes, et plus la tentation sera grande de résoudre les problèmes par la sanction. Alors que c'est une modification structurelle des raisons des phénomènes qui peut amener la solution. C'est très simple, disons clairement les choses. Si nous ne prenons aucune mesure autre que celles qui ont été prises jusqu'à présent, eh bien la France sera submergée par l'immigration. Elle ne le sera pas le siècle prochain, elle le sera dans les années qui viennent. Voilà, c'est clair. Alors il est encore temps, à peine temps, de réagir par une politique d'immigration zéro, par une politique même de réémigration si possible, et de dynamisation nationale, sans laquelle, s'il n'y a pas cette réaction, la France appartiendra aux civilisations passées. Mais comme j'ai l'occasion de le dire souvent dans mes discours, la France est un pays qui a connu des périodes identiques à celle-ci, où elle manquait, où elle apparaissait comme devant disparaître inéluctablement, et soit action providentielle, soit même action humaine, des sursauts se sont produits qui ont permis la permanence de l'histoire de notre pays. C'est toute la grâce que je nous souhaite, si j'ose dire. Je suis en train de terminer un livre de Bernard Lugan, qui est, je crois, la vérité qu'il faut dire. Osons dire la vérité à l'Afrique. Osons dire la vérité à l'Afrique, oui. Je l'ai eu au téléphone d'ailleurs l'autre jour, et je lis ce livre qui est aussi dans son domaine un avertissement, mais qui n'a pas été entendu jusqu'ici. Je lis aussi un gros livre policier américain, de ces livres qui comportent maintenant 400-500 pages et qui éclairent beaucoup sur la société américaine à travers l'intrigue policière elle-même. C'est pour ça que je les aime. Et puis je lis beaucoup de choses, je reçois beaucoup de livres. Je n'ai pas le temps d'ailleurs de lire tous les livres que je reçois dédicacés. Alors c'est vous dire que... Et puis... Le reste, j'ai mon travail. Tout d'un, je suis parlementaire européen, je suis président du groupe des élus, en tous les cas jusqu'au mois de décembre, régionaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans parler de toutes les autres activités qui sont les miennes. Je suis comment dirais-je, un spectateur des spectacles sportifs, bien que j'ai été un militant du sport amateur, je reconnais que les spectacles sportifs professionnels sont agréables à regarder, et je suis de ceux qui regardent les grandes compétitions de football, de tennis, de rugby bien sûr, parce que j'étais moi-même joueur de rugby, et puis de tout ce qui se passe. Voilà, je reste ouvert sur le monde, avide de savoir. Vous avez un favori pour le Tour de France ?
Écoutez, je crois qu'il s'est désigné lui-même. Je l'ai vu hier, étant maillot jaune et réussissant à gagner l'étape d'une manière absolument éblouissante. Je crois que Fromm a le gabarit vraiment pour être le vainqueur, mais qui le ça. Monsieur Le Pen, merci beaucoup. Je vous en prie.